Bonjour et bienvenue pour cette exploration des documents qu'on a reçus. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, je pense. Comment la science derrière la dépendance et aussi la formation des habitudes peut devenir un outil puissant pour se transformer. On va s'appuyer sur deux textes. Il y a un guide pratique assez détaillé et puis un résumé plus direct, un peu comme on trouve dans certaines applis de développement personnel. Oui, tout à fait. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer les rouages du système de récompense de notre cerveau. C'est assez fascinant parce que ce même système, il est à la base de comportements très différents. Il peut nous enfermer dans des dépendances parfois destructrices, mais c'est aussi la clé pour construire des habitudes positives qui nous font avancer. Comprendre ce mécanisme, c'est un peu comme obtenir le mode d'emploi de notre propre motivation pour initier un changement. C'est presque paradoxal, non? Cette idée que le même circuit neuronal puisse à la fois, d'un côté, générer de la souffrance et de l'autre, détenir la clé pour s'améliorer. On va donc essayer de comprendre comment fonctionne cette machinerie interne, pour peut-être apprendre à l'orienter dans la bonne direction. Alors commençons par ce fameux système de récompense. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, au cœur de notre motivation, il y a ce qu'on appelle le système de récompense. Faut l'imaginer comme un circuit vraiment fondamental, façonné par l'évolution pour nous indiquer ce qui est important pour notre survie, notre bien-être, trouver à manger, créer du lien social, ce genre de choses. Et ce circuit repose beaucoup sur un messager chimique clé, la dopamine. Elle part d'une zone assez profonde du cerveau, l'aire tegmentale ventrale ou ATV, et elle voyage vers d'autres régions importantes comme le noyau accumbens, qui est un peu notre centre de la motivation, et le cortex préfrontal, notre tour de contrôle pour la planification, la décision. La dopamine, on entend souvent dire que c'est l'hormone du plaisir. Mais d'après nos sources, c'est un peu plus subtil que ça. Elle semble moins liée au plaisir lui-même qu'à l'anticipation, au désir, à cette espèce d'énergie qui nous pousse à agir pour obtenir quelque chose. C'est plus le moteur qui dit « vas-y » que la récompense elle-même, si je comprends bien. C'est exactement ça. C'est une distinction vraiment capitale qui a été mise en lumière par des chercheurs comme Ken Derridge. Il différencie bien le liking, qui est le plaisir pur qu'on ressent pendant l'expérience, ça c'est plutôt lié aux opioïdes naturels du cerveau, et le wanting. Le wanting, c'est ce désir ardent, cette motivation à obtenir la chose, et ça c'est très très lié à la dopamine. Et le point crucial, surtout dans la dépendance, c'est que ces deux systèmes, ils peuvent se déconnecter. Comment ça, se déconnecter? Avec la répétition d'un comportement addictif, le plaisir ressenti, le liking, il a tendance à diminuer. C'est le phénomène bien connu de tolérance. Par contre, le désir, la compulsion à refaire l'action, le wanting, lui, il peut augmenter, parfois de façon démesurée. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation dopaminergique. Et c'est là qu'est le piège terrible de l'addiction, quoi. Ah oui, c'est vertigineux comme idée. Le cerveau dépendant reste bloqué sur le vouloir, sur le wanting, même quand le plaisir, le liking, a quasiment disparu. Du coup, ce n'est plus une recherche de plaisir, mais c'est une fuite de l'inconfort, ou c'est piloté par un désir devenu presque autonome. Ça change complètement la vision qu'on peut avoir de la dépendance. Oui, ça change tout. Ce n'est pas juste ne pas pouvoir s'arrêter, c'est être poussé par un moteur interne qui est déréglé. Et ça nous amène justement à la définition clinique moderne de la dépendance, telle qu'on la trouve dans les classifications comme le DSM-5. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais bien d'une perte de contrôle caractérisée sur une consommation ou un comportement, et ce, malgré les conséquences négatives évidentes. Les critères insistent sur l'usage excessif, les tentatives ratées d'arrêter, l'impact négatif sur la vie sociale, pro, et puis le fait de continuer malgré les risques. Sans oublier les aspects pharmacologiques, comme la tolérance, avoir besoin de plus en plus pour le même effet, et le sevrage, ces symptômes très pénibles quand on arrête. Et ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas un simple écart ponctuel, mais c'est un vrai schéma de perte de contrôle qui se répète. Un point intéressant aussi soulevé dans les sources, ce mécanisme, il ne se limite pas qu'aux substances, aux drogues ou à l'alcool. Non, effectivement, on observe des schémas très similaires avec ce qu'on appelle les dépendances comportementales. Le jeu pathologique, par exemple, l'utilisation compulsive d'Internet, les achats irrépressibles. Tous ces comportements activent en fait les mêmes circuits de récompense et ils peuvent entraîner des conséquences tout aussi dévastatrices. D'ailleurs, la reconnaissance de ces similarités est telle que le trouble lié au jeu d'argent est maintenant classé juste à côté des dépendances aux substances dans le DSM-5. On parle souvent de détournement du système de récompense.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau du cerveau? Ça signifie que ces substances ou ces comportements, ils provoquent des libérations de dopamine qui sont beaucoup plus massives, beaucoup plus rapides que celles déclenchées par les récompenses naturelles de la vie. C'est une sorte de surstimulation artificielle. Et à la longue, le cerveau, il essaye de s'adapter à ce déluge. Une des conséquences, c'est ce qu'on appelle le syndrome de déficience de la récompense. En gros, à force d'être surstimulé, le cerveau, il baisse le volume, si on veut. Il réduit le nombre de ses récepteurs à la dopamine, notamment les récepteurs D2. D'accord. Avec quelles conséquences alors? Eh bien, la conséquence directe, c'est que les récompenses naturelles, un bon repas, un succès, un moment sympa entre amis, elles procurent moins de satisfaction. Tout semble plus fade. C'est une des bases de la tolérance, mais aussi de ce qu'on appelle l'anédonie, cette difficulté à ressentir du plaisir, qui est très fréquente dans la dépendance, et aussi dans la dépression d'ailleurs. Et la motivation elle-même, elle change de nature, c'est ça? On passe d'une recherche de plaisir à plutôt un évitement de la souffrance. C'est une bascule absolument clé. Au début, la motivation est plutôt positive. On cherche l'effet agréable. Mais petit à petit, elle devient négative. On utilise la substance ou on répète le comportement pour échapper aux sensations très désagréables du manque, du sevrage. Le cerveau ne cherche plus le high, il cherche surtout à éviter le low, le mal-être. Les sources mentionnent aussi rapidement un autre système, celui de la sérotonine, qui jouerait un peu un rôle de frein sur les impulsions. Un déséquilibre avec un accélérateur dopaminergique hyperactif et un frein sérotoninergique peut-être un peu défaillant, ça pourrait expliquer en partie cette perte de contrôle. Donc si on résume cette première partie, la science aujourd'hui voit la dépendance non plus comme une simple faiblesse morale, mais vraiment comme une condition complexe qui affecte le cerveau, avec des changements neurobiologiques bien réels. C'est une perspective qui change pas mal de choses pour la suite. Absolument. Et cette compréhension, elle est essentielle parce qu'elle déculpabilise et elle ouvre la voie à des stratégies de changement qui sont basées sur le fonctionnement réel de notre cerveau. Alors justement, si ce système peut être détourné de façon si puissante pour le pire, comment est-ce qu'on peut reprendre les commandes pour le meilleur? C'est là que la science des habitudes devient passionnante, j'imagine. Le point de départ, c'est cette idée de plasticité cérébrale, c'est ça? La plasticité cérébrale, c'est cette capacité incroyable de notre cerveau à se modifier, à créer de nouvelles connexions, à apprendre, à s'adapter tout au long de notre vie. C'est la base même de tout changement, de toute formation d'habitude. Nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont en fait des circuits neuronaux qui ont été gravés par la répétition. Mais comment ça se forme, un tel circuit? Au début, une action est plutôt consciente, réfléchie, non? Oui, au départ, quand on apprend quelque chose de nouveau ou qu'on décide consciemment de faire quelque chose, mettons se mettre à la méditation, c'est notre cortex préfrontal, le siège de la réflexion, de la volonté, qui est aux manettes. C'est une action qu'on dit dirigée vers un but. Mais si on répète cette action régulièrement, et souvent dans un contexte similaire, le cerveau, il cherche à optimiser. À économiser de l'énergie cognitive, en quelque sorte. Exactement. Il va progressivement déléguer le contrôle à des structures plus profondes, qu'on appelle les ganglions de la base, et notamment une partie qui s'appelle le striatum dorsolatéral. L'action devient alors une habitude. Elle se déclenche quasi automatiquement en réponse à un signal, sans demander beaucoup d'efforts mentaux conscients. C'est très efficace, mais ça peut aussi nous enfermer dans des routines qu'on ne désire plus. Et c'est là qu'intervient la fameuse boucle de l'habitude qui est décrite dans les deux documents. 3 éléments clés. 1, déclencheur, le signal, une routine, l'action elle-même, et une récompense, ce qui vient renforcer la boucle. Le deuxième document donne des exemples très concrets. Le café du matin, déclencheur le réveil, routine, faire ou boire son café, récompense le coup de fouet, l'arôme, ou même consulter son téléphone dès qu'on a un petit moment d'ennui. Oui, et comprendre cette structure, c'est fondamental. Parce que chaque fois que la boucle est complétée, déclencheur, routine, récompense, le lien neuronal entre le déclencheur et la routine se renforce. La dopamine, d'ailleurs, elle joue aussi un rôle dans ce renforcement en signalant au cerveau « Tiens, ça, c'est une séquence à retenir, c'était utile ou agréable ». C'est en agissant sur un ou plusieurs de ces 3 éléments qu'on va pouvoir modifier une habitude. Oui, mais on sait bien que ça demande des efforts. Et la volonté seule, ça ne semble pas toujours suffire, comme le souligne un des documents. On parle d'autorégulation. Oui, l'autorégulation, c'est notre capacité à gérer nos pensées, nos émotions, nos comportements pour atteindre nos objectifs. Mais une des sources compare la volonté à un muscle usé, elle peut se fatiguer avec l'usage. Donc s'appuyer uniquement sur sa force de volonté pour résister à une vieille habitude ou pour en implanter une nouvelle, c'est souvent une bataille perdue d'avance sur le long terme.
D'où l'importance cruciale de ce que les sources appellent la conception de l'environnement. L'idée, c'est d'être plus malin que sa simple volonté, en fait. C'est une stratégie vraiment puissante. Modifier activement notre environnement pour rendre les bonnes habitudes plus faciles, plus évidentes, plus attrayantes, et à l'inverse, rendre les mauvaises habitudes plus difficiles, moins visibles, moins tentantes. Concrètement, ça peut être sortir ses affaires de sport la veille au soir, mettre la corbeille de fruits bien en vue et cacher le paquet de biscuits, désactiver les notifications inutiles sur son téléphone. L'idée, c'est de réduire la friction pour les bons choix et de l'augmenter pour les mauvais. Moins on sollicite notre volonté, plus on a de chances de tenir dans la durée. Et l'autorégulation, c'est aussi comprendre pourquoi on échoue parfois. La procrastination, par exemple? Les sources en parlent un peu? Oui, elles la décrivent souvent comme un mécanisme d'évitement de l'inconfort immédiat. On repousse une tâche, non pas forcément par paresse, mais souvent pour échapper à une émotion désagréable qui est associée à cette tâche. L'ennui, la peur de l'échec, le sentiment d'être débordé. On choisit un soulagement à très court terme au détriment d'un bénéfice à plus long terme. Le perfectionnisme aussi, paradoxalement, peut être un moteur de procrastination. Et le stress dans tout ça, on a tous l'impression que quand on est sous pression, nos bonnes intentions, hop, elles volent en éclats. Explique bien que le stress chronique, via une hormone comme le cortisol, affecte négativement le fonctionnement de notre cortex préfrontal, notre centre de contrôle, de planification, de décision rationnelle. Et quand le cortex préfrontal est un peu hors service, on a tendance à retomber dans nos automatismes, dans nos habitudes les plus ancrées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Donc oui, la gestion du stress est une composante importante de tout effort de changement durable. Très clair. Comprendre la mécanique des habitudes, savoir que notre volonté est limitée, qu'il faut jouer sur l'environnement et gérer le stress, ça donne une vision beaucoup plus réaliste et, disons, stratégique du changement. Alors, passons maintenant à la boîte à outils un peu plus concrète que proposent ces documents. Par où on commence ? Le point de départ vraiment incontournable qui est bien souligné dans le guide pratique, c'est la conscience de soi, la self-awareness. C'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce sombre avant de vouloir la réaménager. Il s'agit de mieux comprendre nos propres pensées, nos émotions, nos motivations, nos valeurs. Ça, c'est la conscience interne, mais aussi la façon dont on interagit avec le monde et dont on est perçu. Ça, c'est la conscience externe. Sans cette clarté, on navigue un peu à vue. Et pour développer cette conscience de soi, il y a un outil qui revient souvent, la pleine conscience, la mindfulness. Oui, la pleine conscience s'est présentée vraiment comme un entraînement mental. L'idée, c'est d'apprendre à porter une attention intentionnelle au moment présent, à nos pensées qui passent, à nos sensations corporelles, à nos émotions, mais sans jugement. Juste observer ce qui est là. Et les bénéfices sont intéressants. Au niveau cérébral, on voit que ça aide à calmer l'amygdale, notre centre d'alerte émotionnelle, et à renforcer les connexions avec le cortex préfrontal, le centre du contrôle, du raisonnement. Ce qui crée une sorte d'espace, en fait, hein. Un petit temps d'arrêt entre l'impulsion et la réaction habituelle. C'est exactement ça. Cet espace, il permet de ne pas être constamment en pilote automatique, de pouvoir choisir une réponse qui soit plus alignée avec nos valeurs, nos objectifs, plutôt que de réagir de façon instinctive. Les sources proposent d'ailleurs des techniques simples pour cultiver cette conscience. L'une d'elles, c'est l'étiquetage émotionnel. Juste nommer l'émotion, dire « tiens, là, je ressens de l'impatience » ou « ah, ça, c'est de la frustration ». Oui, cette simple action de mettre un mot sur ce qu'on ressent, ça semble activer des zones du cortex préfrontal qui sont associées à la régulation émotionnelle et en même temps, ça calme l'activité de l'amygdale. C'est un peu contre-intuitif parce que notre réflexe, c'est souvent de vouloir ignorer ou repousser les émotions désagréables. Une autre technique classique mentionnée, c'est le journaling, l'écriture réflexive. Le fait d'écrire ce qui nous passe par la tête, nos ressentis. Exactement. Ça aide à objectiver un peu nos pensées, nos émotions, à prendre du recul, ce qu'on appelle la métacognition. Et souvent, ça permet de repérer des schémas de pensée ou de réactions récurrents dont on n'avait même pas conscience. D'accord. Une fois qu'on est un peu plus conscient de nos automatismes, comment on s'y prend concrètement pour déconstruire une mauvaise habitude ? On revient à cette fameuse boucle déclencheur, routine, récompense. C'est la stratégie centrale, oui. D'abord, identifier le plus précisément possible ces 3 composantes pour l'habitude qu'on veut changer. Quand exactement ça se produit, c'est le déclencheur, quelle est l'action précise, la routine, et quel besoin ça comble, quelle récompense ça apporte, même si elle est subtile. Une fois qu'on a identifié cette boucle, on peut agir. Souvent, le levier le plus puissant, c'est d'agir sur le déclencheur. Si on peut l'éliminer ou au moins l'éviter, l'habitude ne se déclenche même pas. C'est là que la conception de l'environnement est vraiment clé.
Et si on ne peut pas éviter le déclencheur? Je pense au stress au travail, par exemple. C'est difficile à éliminer. Alors, dans ce cas, on se concentre sur la routine. L'idée fondamentale, c'est de la remplacer. On garde le même déclencheur et idéalement, on cherche à obtenir une récompense qui soit similaire, mais via une nouvelle routine, une routine plus saine ou plus constructive. Par exemple, si le stress, déclencheur, mène à manger du sucre, routine, pour obtenir un apaisement rapide, récompense, on pourrait expérimenter stress, toujours le déclencheur, prendre 5 grandes respirations, nouvelle routine, obtenir un sentiment de calme, récompense similaire. Il s'agit en fait de créer un nouveau chemin neuronal qui entre en concurrence avec l'ancien. Une technique qui est mentionnée brièvement, c'est la thérapie d'inversion des habitudes ou HRT. En quoi ça consiste? Rapidement. En gros, l'idée, c'est d'abord de se prendre la main dans le sac, juste avant de faire l'habitude, d'augmenter la conscience de l'impulsion qui monte. Et ensuite, d'avoir un geste de remplacement qui est prêt, quelque chose qui soit physiquement incompatible avec l'habitude. Par exemple, serrer le poing très fort pendant 1 minute si on veut arrêter de se ronger les ongles dès qu'on sent l'envie monter. Intéressant comme approche. Ça, c'est pour se défaire des anciennes habitudes. Mais pour en créer de nouvelles, celles qu'on désire vraiment. On sait que la motivation du début, elle s'essouffle souvent très vite. C'est là qu'intervient une approche très pragmatique qui est mise en avant dans le guide IFOG, les micro-habitudes ou tiny habits, un concept popularisé par BJ Fogg. Le principe de base, c'est de rendre le démarrage tellement facile qu'il est quasiment impossible de ne pas le faire. Il y a 3 étapes clés. 1. Ancrer la nouvelle habitude à une routine qui existe déjà, par exemple, après m'être brossé les dents. 2. Rendre l'action minuscule, vraiment minuscule, qu'elle prenne moins de 30 secondes. Par exemple, je fais une pompe ou je pose mes chaussures de course près de la porte. 3, et ça c'est crucial, célébrer immédiatement la réussite, même si elle est minuscule. Se féliciter, bravo, un petit sourire intérieur, un geste de victoire discret, pour générer une émotion positive et signaler au cerveau que cette action est bonne, qu'il faut la retenir. Donc l'objectif au début, ce n'est pas du tout la performance, mais c'est la régularité, la consistance. Faire une pompe tous les jours, c'est bien mieux que d'essayer d'en faire 30 une fois par semaine et d'abandonner au bout de 2 semaines. C'est la répétition qui crée le circuit neuronal. C'est le cœur de l'idée, exactement. Et la célébration immédiate, elle fournit cette récompense nécessaire pour graver la boucle déclencheur, routine, récompense. Une fois que l'habitude est bien ancrée, on peut tout à fait augmenter la durée ou l'intensité si on le souhaite, ça se fait souvent naturellement. Les sources abordent aussi l'importance de la récompense. Elle doit être la plus immédiate possible après l'action. Et on gagne à essayer de passer progressivement de récompenses externes, une friandise, regarder un épisode de série, à la satisfaction interne, le sentiment de progrès, la fierté, le plaisir qu'on prend à l'activité elle-même. Un autre point soulevé, c'est que la motivation serait optimale quand la tâche représente un défi qui est réalisable, mais pas trop facile non plus, ni trop difficile. Une sorte de sweet spot. Le second document, qui est plus concis, propose même une espèce d'outil interactif pour aider à concevoir sa propre boucle d'habits. Choisir sa routine, trouver un bon déclencheur, définir une récompense qui nous motive personnellement. C'est très orienté action, j'ai trouvé. Oui, ça rend les concepts très applicables au quotidien. Et puis au-delà de ces fondations, les documents effleurent aussi des stratégies un peu plus avancées. La ludification, par exemple, ou gamification. Ah oui, utiliser des mécanismes de jeu pour se motiver. Exactement. Intégrer des points, des niveaux, des badges, suivre ces séries de jours consécutifs, les fameux streaks. Ouais, on peut penser aux applications d'apprentissage de langue ou de fitness qui utilisent ça très bien. Ça peut rendre le processus plus engageant et ça fournit une visualisation très claire des progrès, ce qui est motivant en soi. Il y a aussi le levier social qui est mentionné. L'influence de notre entourage, des autres. Oui, ce que les sources appellent l'échafaudage social. Le simple fait de s'engager publiquement sur un objectif, même auprès d'un ami, ça augmente la pression sociale positive à s'y tenir pour rester cohérent. Et avoir un partenaire de responsabilité, quelqu'un à qui on rend compte de ses progrès régulièrement, c'est un facteur de persévérance qui est vraiment puissant, prouvé par pas mal d'études. Une autre idée forte que j'ai notée, c'est celle du changement au niveau de l'identité. Ne plus viser seulement à faire quelque chose, mais à être quelqu'un. Oui, c'est un niveau de changement qui est potentiellement plus profond. Plutôt que de se forcer à faire du sport, viser à devenir une personne active. Chaque petite action réussie, même la micro-habitude de faire une pompe, devient alors une preuve qui vient renforcer cette nouvelle identité. C'est sans doute plus motivant et plus durable sur le long terme.
Enfin, une approche thérapeutique est brièvement introduite, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'AACT. Quelle en est l'idée principale, en quelques mots? L'idée centrale de l'ACT, c'est d'arrêter de lutter constamment contre les pensées et les émotions désagréables qui accompagnent inévitablement tout effort de changement important. Plutôt que de chercher à les éliminer à tout prix, on apprend à les accepter, à leur faire de la place, un peu comme des vagues passagères qu'on observe sans se laisser emporter. Et, malgré leur présence, on continue d'agir dans le sens de ce qui est vraiment important pour nous, de nos valeurs profondes. Il s'agit de développer ce qu'on appelle une flexibilité psychologique. Apprendre à surfer sur l'inconfort plutôt que d'essayer désespérément d'aplatir l'océan. C'est une image assez parlante. Waouh, quelle richesse dans ces documents quand même, hein. Si on devait distiller le message vraiment essentiel, ce serait que comprendre comment notre cerveau forme les habitudes et comment il répond à la récompense, ça nous donne vraiment les clés pour reprendre le contrôle et changer intentionnellement. Grâce à cette fameuse plasticité cérébrale, on n'est pas condamné à répéter nos vieux schémas indéfiniment. C'est une vision très optimiste et surtout responsabilisante. Une des sources utilise une belle métaphore. On peut devenir les co-architectes de notre propre cerveau. Ces connaissances scientifiques, c'est comme un plan, comme des outils qu'on peut utiliser pour faire une sorte d'ingénierie personnelle, pour se construire une vie qui soit plus alignée avec nos aspirations profondes. Et pour conclure, peut-être une petite pensée à emporter qui s'inspire justement de cette idée d'acceptation et d'engagement de l'ACT. Quelle est cette petite chose, peut-être un peu inconfortable, qu'on serait prête à accueillir là maintenant, juste pour pouvoir faire un tout petit pas, même symbolique, vers quelque chose qui compte vraiment pour soi? Une belle invitation à passer de la réflexion à l'action, aussi modeste soit-elle.